12 balados, 12 jours de conscientisation envers la violence faite aux femmes. Rejoignez-moi, Mylène Sauvé, dans ces podcasts spéciaux pour venir dénoncer une fois pour toutes la violence faite aux femmes. Podcast 3. Les statistiques actuelles sur la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les statistiques actuelles de la violence faite aux femmes. Parce que derrière chacun de ces nombres, chacun de ces chiffres se cache une histoire, une vie impactée par la violence conjugale. Ensemble, nous allons essayer de comprendre l'ampleur du défi et on va discuter des actions qu'on pourrait juger de nécessaires pour un changement concret. Dans le fond, on va faire un genre de petite analyse, pas trop scientifique, là, mon analyse, là, mais c'est pas grave, hein? On va faire une petite analyse des chiffres récents de la violence faite aux femmes au Québec, au Canada, et bien sûr, on va avoir une petite section pour plus élaborer dans le monde. Vous allez voir de cette façon que ce n'est pas des cas isolés, que c'est partout qu'on peut trouver de la violence faite aux femmes et de la violence conjugale. Aujourd'hui, mon objectif est simple. Je désire vous montrer les statistiques un peu plus en détail que ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. Je vous ai parlé dans des épisodes, les premiers et le deuxième épisode, je vous avais parlé de quelques statistiques, je les avais effleurées. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans ces statistiques-là, dans ces chiffres-là. Parce que je désire encore une fois sensibiliser les gens, sensibiliser la société sur l'ampleur persistante du problème de violence faite aux femmes et motiver à l'action concrète. Parce que on est comme forcé d'admettre que les choses, oui, on va dire ça comme il faut, ne vont pas en s'améliorant. Non, au contraire, les chiffres parlent et augmentent d'année en année. Je me dis que si on en parle, des chiffres, de statistiques, prises par des autorités sérieuses, qui ont fait des recherches sérieuses, je me dis, dans ce cas-là, c'est mon opinion, vous direz ce que vous en pensez, mais quand on va chercher les statistiques, exemple, sur le site de Statistique Canada, bien là, on a comme plus le choix de se fier à ces chiffres-là. Puis de faire un triste constat que la violence systémique envers les femmes est bel et bien toujours existante, toujours présente. Oui, je trouve important de faire
ces 12 jours de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Par contre, cette prévention-là, si je peux dire ça de même, ne devrait pas se faire que pendant ces 12 jours. Elle devrait se faire 365 jours par année. Je vous raconte une histoire. Je vous raconte l'histoire d'une femme courageuse. Cette femme-là, c'est moi. C'est mon histoire. Bien que tragique, elle reflète malheureusement les tendances alarmantes que les statistiques actuelles représentent sur la violence faite aux femmes. Étant une maman d'un enfant de 15 ans et monoparentale, j'ai vécu dans l'ombre d'un conjoint violent, pervers, narcissique et contrôlant pendant près de 2 ans. J'ai vécu la violence verbale, de la violence psychologique, de la violence physique, de la violence sexuelle. J'ai également vécu énormément de contrôle. J'étais surveillée et imaginez qu'on n'avait pas vraiment de cellulaire à l'époque. On ne l'utilisait pas comme on l'utilise aujourd'hui. Je vous remonte il y a 15 ans. Imaginez si ça l'avait été, l'ampleur du téléphone avait été comme c'est aujourd'hui à l'époque, déjà que je me faisais surveiller et que je me faisais presque suivre où j'allais et qu'est-ce que je faisais. Je fallait presque, je demande une permission de respirer. Si ça avait été déjà, c'est-à-dire dans le temps comme aujourd'hui avec les cellulaires, j'aurais été victime aussi d'harcèlement sur les textos. Ça n'a pas été le cas parce que c'était pas très à la mode dans ce temps-là. Le téléphone cellulaire était surtout fait pour téléphoner. On n'allait pas vraiment sur Internet encore. C'était pas encore là. Alors, j'ai tout vécu ça et beaucoup de, comme je disais, avec le contrôle est arrivé l'isolement. Si jamais ça vous dit de venir écouter un peu plus en détail toute l'histoire complète sur ce que j'ai vécu, je vous invite à aller voir mon podcast Tout peut changer, la saison 2, au cœur de la violence conjugale. Vous allez avoir toute mon histoire à cet endroit-là. Alors, comme je disais, j'ai été 2 ans pendant lesquels j'ai vécu beaucoup de violences conjugales. Les chiffres que nous allons explorer ne font que graver mon expérience douloureuse dans la réalité des statistiques. Comme que je désire faire changer les choses, aujourd'hui, je vous dévoile des chiffres pour faire un électrochoc, si je peux m'exprimer ainsi, sur cette triste réalité que nous vivons.
Je trouve qu'il est temps de regarder la réalité en pleine face et de voir que la violence est toujours là au cœur de nos vies, même après 34 ans de Polytechnique, même après 15 ans de mon histoire. La violence faite aux femmes est toujours là. Et là, avant de recevoir des tomates de la part des hommes, qui m'écouteraient probablement en ce moment, je tiens à souligner une chose, que je sais très bien que ce ne sont pas tous les hommes qui agissent de la sorte. Je le sais. J'aimerais également rajouter que je suis très au fait que des hommes peuvent aussi en être victimes. Ici, je parle des femmes dans mon podcast sur mon parce que c'est un spécial, comme je disais, sur les 12 jours contre la violence faite aux femmes. Alors, c'est pour ça que je vais parler plus de femmes aujourd'hui. Également, l'autre raison, c'est que, pourquoi que je parle des femmes plus que les hommes dans mes épisodes également, c'est que c'est ce que j'ai vécu. Hein? C'est ma vie, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est même mon expertise. Alors, je sais de quoi que je parle quand je parle que nous recevons des coups. Je sais la douleur que chacune des paroles a comme impact lorsqu'elle atteigne notre cerveau. C'est pour toutes ces raisons que vous allez m'entendre parler de la violence faite aux femmes en grande majorité du temps. Je tenais à le mettre au clair avant de continuer plus loin dans mes épisodes. Maintenant, on va revenir aux données statistiques. Selon des données récentes au Québec, il y a près de 76% des victimes d'infractions commises envers une partenaire intime déclarée à la police sont des femmes. Vous comprenez maintenant pourquoi je viens de vous faire cette petite parenthèse juste avant sur le pourquoi que j'ai choisi de parler seulement de la violence faite envers les femmes. Je vous partage que j'étais jadis l'une d'entre elles, comme que j'ai aussi mentionné un peu plus tôt. Comme je vous disais, j'ai été aux prises de cet être pervers, contrôlant, manipulateur et violent. J'ai donc enduré des années de violence physique et émotionnelle. Enfermée dans le silence par la peur et la honte. Car oui, on a très peur. Savez-vous de quoi on a peur? On a peur pour notre vie. On a peur d'être assassiné. Savez-vous pourquoi qu'on a peur de ça? C'est, on va vous le dire, c'est parce qu'on ne sait pas jusqu'où sa cruauté pourra aller. Jusqu'où il va aller dans sa cruauté, dans sa violence.
si on parle de la honte, croyez-moi, la honte, il y en a et c'est sûr, presque sûr dans tout ça on va la subir, puis on va la ressentir. Puis dans le fond, là, c'est qui va nous croire si on partage notre drame? Ce qui fait que la honte et la peur vont gagner la partie. On est alors soumise au silence. Parfois c'est par choix. On décide de faire le silence par choix. Des fois, non. Des fois, ça va être lui qui va nous clouer au silence. Mais si on le fait par notre propre gré, si on le fait que c'est nous qui décidons de faire le silence, c'est qu'on croit bon, puis on est même certaine de ne pas se faire dire quoi que ce soit de négatif. Puis encore là, c'est encore drôle. Il pourrait bien nous dire quand même, essayer de nous dire quelque chose de négatif, trouver quelque chose qui tourne pas rond chez nous. On aura beau essayer tout faire pour lui plaire, ça va être compliqué. Si on regarde maintenant du côté de l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'une femme sur 10 âgée de 15 ans et plus, qui a été mariée ou a vécu avec un partenaire, aurait été victime de violences physiques ou sexuelles par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois. Comme que je suis sortie de la violence conjugale, et ce depuis bien plus que 12 mois maintenant, je ne fais pas partie de cette statistique-là. Par contre, Marie, Jeanne, Martine, Julie en font partie de cette effrayante statistique-là. Quand j'ai débuté à partager mes moments de terreur, parce que c'était vraiment des moments de terreur, c'est sûr que j'étais pas rassurée, que je n'étais pas certaine de moi. Je le faisais avec une voix qui tremblait, mais qui tremblait vraiment beaucoup. J'en ai passé des nuits sans sommeil. Des plaies que j'essayais de cacher tant bien que mal sous ma casquette. J'étais prisonnière d'un système qui ne devrait tolérer aucune forme de violence. Parce que oui, j'étais prise dans une drôle de façon de faire judiciairement parlant. Ça en était frustrant. Je vous explique. Comme que j'ai vécu de la violence conjugale dans 3 provinces différentes, donc au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, imaginez-vous donc que je devais aller porter plainte dans les 3 différentes provinces. Je me suis découragée. Puis là, à un moment donné, je finis par me dire, c'est pas vrai, il va encore s'en sortir gagnant, puis moi, ça va être encore moi, la perdante là-dedans. Ça a toujours été le cas. C'était pas là, à ce moment-là, que les choses allaient changer. Vous savez, le damné karma qui appelle, là? Mais c'est ça. La vie était ainsi faite. Je perdais à tout coup. Mais
une chance. Vraiment, là, une chance. Les choses ont évolué. Et le vent a finalement changé de bord. C'est par la suite, lui qui tombait à petit feu, un jour à la fois. Ça a dû prendre 9 ans, mais le vent a changé de bord. Et j'en étais très contente. Je m'étais dit, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous avez réalisé que derrière chaque chiffre, chaque pourcentage, il se trouve une vie brisée. Une personne qui a besoin de soutien. Une personne qui a besoin d'empathie. Une personne qui a besoin d'une écoute pour écouter sans jugement. Et surtout, d'une action concrète de notre part en tant que société. Ainsi, cette histoire, qui est mon histoire, ne vise pas seulement à susciter un peu d'émotion vers vous. Non. Surtout, cette histoire est là pour nous rappeler que derrière chaque statistique se cache une réalité humaine qui a un nom. Chacun de nous a un rôle à jouer pour mettre fin à cette violence persistante. Le temps de l'inaction est révolu. Sensibilisons et agissons ensemble. Il est temps de faire changer les choses. Là, c'est le moment de venir briser quelque chose, de venir briser une idée populaire que j'appellerais. Puis, vous allez voir, vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est ça, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je vais vous en parler. Les victimes de violences conjugales peuvent facilement demander de l'aide et mettre fin à la situation. Là, j'ai le goût de vous dire quelque chose par rapport à ça. Peut-être que est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que c'est facile, dans le fond, c'est plus facile qu'on pense de sortir d'une relation difficile? Puis pourquoi que la victime n'irait pas chercher de l'aide si c'est si facile que ça? C'est pas toutes les victimes qui vont chercher de l'aide. Ben non, il y en a, c'est pas toutes. C'est sûr que c'est plus difficile qu'on peut le croire de sortir d'une relation de violence conjugale. Le conjoint violent, là, il nous a tellement joué dans la tête qu'on a l'impression que ce qu'il nous a dit, là, ben, c'est du réel. Surtout qu'on ne peut pas rien faire sans lui. Alors, imaginez, juste un instant, que s'il nous a mis dans la tête qu'on ne pouvait rien faire sans lui, comment que vous voulez ensuite de ça que la victime, elle aille chercher de l'aide? C'est complètement irréel dans sa tête d'aller chercher de l'aide, parce que de toute façon, elle y pense même pas, parce qu'il dit qu'il y a juste lui qui peut prendre soin d'elle. J'ai le goût de vous dire qu'on ne se rend pas toujours compte
que nous sommes une victime de la violence conjugale. On croit là, intrinsèquement là, que c'est nous qui sommes la cause de ces sautes d'humeur. On va jusqu'à se dire, si j'avais fait le souper à temps, il n'aurait pas levé la main sur moi. La prochaine fois, je ferai plus attention. La prochaine fois arrive, ne faites attention, le souper était prêt. Alors, quand il est arrivé, sauf que là, il n'a pas faim. Puis là, il veut prendre sa bière avant de souper. Puis là, il va dire, mais tu sais que quand j'arrive de travailler, j'aime ça prendre ma bière. C'est parce que j'ai dit, hier, tu m'avais dit que tu voulais avoir ton souper prêt sur la table, il n'était pas tout à fait prêt, tu me l'as reproché. Et ce soir, tu me reproches encore que là, il est prêt, mais que tu veux prendre ta bière. Très difficile à suivre. Très, très difficile à suivre. Je vous challenge de suivre quelqu'un comme ça, c'est comme pas évident. Mais vraiment pas évident. Fait que c'est sûr qu'on va se dire qu'on est le problème. C'est sûr qu'on va se dire que, vu qu'il nous le dit, puis comme je vous dis, on va se dire que la prochaine fois, on va tout faire pour que ça soit correct. Je vais tout faire pour que la prochaine fois, je ne vais pas le déranger dans son sommeil. Comme ça, j'aurai pas un autre œil au beurre noir parce que j'ai osé demander quelque chose puis qu'il n'aurait pas fallu que je lui demande. Puis qu'il était sur le bord de s'endormir. En tant que victime, on excuse tout, et je dis bien tout, ce que notre conjoint violent va faire. C'est ça qui est le résultat du cycle de la violence conjugale. Puis quand on réalise que nous devons sortir pour notre survie, c'est là, à presque 100% du temps, là, qu'on est isolé. Puis on ne sait pas vers quel sein se tourner. Pourquoi? Par crainte de la fameuse honte et de la fameuse peur que je parlais tantôt, qui vit en nous. Jour après jour, après jour, après minute, après seconde, la peur nous habite. Une peur qui est tellement forte que quand on la ressent, c'est tout notre corps qui est ébranlé. Ça part de la moindre petite racine des cheveux, ça descend dans la tête comme une décharge électrique, ça descend en arrière de la tête, dans le cou, les épaules, les bras, les mains, dans le corps, partout dans notre corps, le dos, les fesses, les cuisses, les jambes, les pieds. Il n'y a pas une partie qui n'a pas de décharge. Il n'y a pas une partie du corps qui a peur. Imaginez de partir sans lui. Alors, avec cette honte que la victime est en train de vivre au plus profond d'elle-même, parce qu'elle réalise que finalement, c'est pas une si bonne relation que ça, pensez-vous qu'elle va aller automatiquement chercher de l'aide? Pas sûr. Même si elle a un désir profond de changement, elle a peur. Je vous invite à rester à l'écoute
si jamais vous voyez que vous constatez qu'il y a peut-être une victime dans votre entourage, dans ce cas-là, je vous demande de rester à l'écoute. Voyez les signes qui pourraient suggérer qu'elle a besoin d'aide. Un signe que je considérerais flagrant de ma part, j'ai beaucoup insisté pour voir mes parents. Sur le coup, ma mère, elle n'avait pas compris. Mais une fois qu'elle est arrivée et qu'elle a vu dans quelle situation j'étais, là, elle a compris. Pourquoi que j'insistais autant. Elle m'avait demandé à un moment donné pourquoi que je n'avais pas dit clairement que j'avais besoin de son aide. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler parce que j'avais une crainte en dedans de moi. Je vivais, comme je disais, avec la peur que le père de mon enfant m'entende. J'avais peur qu'il m'écoute, même s'il n'était pas dans la même pièce, même si la porte dans la pièce d'à côté où il était fermée. J'avais peur qu'il m'entende quand même. Puis il aurait pu sortir n'importe quand. Dans le fond, j'espérais secrètement qu'elle me comprenne. C'était ma mère, après tout. J'ai cru, naïvement, qu'elle entendrait ma détresse au téléphone. Mais non, elle ne l'avait pas entendu. Mais c'est quand elle a vu, elle a compris. Elle s'est excusée de ne pas avoir allumé sur ma détresse que je vivais à ce moment-là et de ne pas être venue me chercher plus tôt. Même à plus de 6 heures de vol d'avion. Parce que là, j'étais rendue en Colombie-Britannique et mes parents restent au Québec. Donc, c'est 6 heures de vol d'avion. Ce n'est pas à côté. Là, on va changer un petit peu de perspective, puis là, on va regarder un petit peu plus en détail certaines choses que peut-être que vous avez entendues. On va essayer de venir comprendre un peu plus certaines choses que les gens, on pourra entendre parler autour de nous. Donc, je désire vous enseigner sur certains points de vue qui ont égard à la violence faite aux femmes dans le but de démystifier puis de briser certaines choses que on pense que c'est comme ça que ça se passe. Et aussi, vous allez voir, là, vous allez comprendre que c'est pas si simple que ça d'être pris. C'est quoi la réalité, dans le fond, quand on est victime de violence conjugale? Et la première chose que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est que la violence faite aux femmes est un problème systémique. Pourquoi que je dis ça? On a vu tantôt, les statistiques parlent. La violence faite aux femmes est présentée comme un problème systémique qui touche un pourcentage alarmant de femmes à l'échelle mondiale. Les statistiques et mon histoire personnelle soulignent cette ampleur et ce défi. Il ne faut donc pas rester là, les yeux fermés sur le sujet. C'est important de briser le silence pour celles qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'elles sont aux prises aux mains d'un homme contrôlant, violent, qui l'isole et qui la menace. Je pense que j'en ai abordé un petit peu tantôt. C'est comme ô combien c'est compliqué
de demander de l'aide. C'est plus difficile qu'on peut le croire de sortir d'une relation toxique de violence conjugale. Les victimes sont souvent pris au piège dans un cycle de peur, de honte et d'isolement. C'est ça qui rend la démarche pour demander de l'aide complexe et difficile. C'est donc très, très, très important de ne pas juger la victime. Maintenant, on va déconstruire une idée populaire telle que la victime peut trouver facilement de l'aide. Ça, là, c'est une idée populaire selon laquelle les victimes peuvent facilement demander de l'aide. Ça, là, c'est sérieusement à remettre en question. Dans mon épisode, cet épisode déconstruit cette croyance en soulignant les réalités complexes auxquelles sont confrontées chacune des victimes. C'est pas facile de trouver de l'aide pour toutes les raisons que j'ai nommées plus tôt avec toute la dynamique de la relation. Tout ça mis ensemble, la pauvre victime, elle a de la difficulté à s'en sortir, puis elle a de la difficulté à aller trouver l'aide qui se doit. On a une dure réalité humaine derrière les chiffres des statistiques. Comme je disais plus tôt, chaque chiffre, chaque pourcentage, derrière chacun d'eux se trouve une vie brisée. Une personne qui a besoin de soutien et d'empathie. Cet épisode de podcast tout spécialement vise à rappeler que derrière chacune des statistiques se cache une réalité bien réelle, une réalité humaine. Cette personne-là, elle peut être votre sœur, votre fille, votre tante, une amie, une voisine, même une cousine. C'est pour ça que la sensibilisation à la violence faite aux femmes doit continuer à se faire et ce, tout au long de l'année. Une autre chose là, que j'aimerais vraiment souligner, c'est que cette violence-là faite aux femmes, elle a un impact sur la survie et la santé mentale d'une personne. La violence faite aux femmes, elle a un impact sur la vie et la santé mentale des victimes. Mon histoire personnelle souligne comment la peur constante et les séquelles émotionnelles peuvent affecter la vie quotidienne. Mettant en lumière l'importance de soutenir la santé mentale des survivantes. Parce que oui, nous survivons de ces relations-là. C'est un jour à la fois que cette reconstruction se fait. Enfin, passer de la grande noirceur à la lumière. Ce chemin est long, rempli d'obstacles avant d'y parvenir. Croyez-moi, c'est réalisable, car tout peut changer. Il suffit d'y croire. J'aurais aussi le goût de vous dire qu'on a une responsabilité en fin de collectivité. Le problème de la violence faite aux femmes, elle ne peut pas être résolu par une seule
entité, par une seule personne. Il nécessite une responsabilité collective de la part de la société, des communautés et des individus. Chacun a un rôle à jouer dans la création d'un environnement sûr et sans violence. J'ajouterais même sans jugement. La victime ayant été critiquée tout au long de sa relation avec son conjoint violent, je vous le dis, c'est pas le temps d'en ajouter une couche de plus par-dessus. Surtout venant de la part des personnes de son entourage de la victime, elle n'a pas besoin de se faire sentir encore rabaissée par les gens de son entourage. Elle essaie de s'en sortir. Aidez-la à reprendre le pouvoir sur sa vie. Comme je viens de dire, elle essaye de reprendre tant bien que mal le dessus sur la relation, la situation difficile. Entre vous puis moi, là, c'est un soutien moral que la victime s'attend à recevoir de la part des gens qui l'entourent, et non des mots qui la blessent et qui vont la blesser et qui vont la blesser au fond d'elle et la faire sentir moins que rien. Car pour vous, peut-être, elle n'évolue pas assez vite dans son cheminement vers la reconstruction. On est qui pour en juger? Sachez que chacun a son propre rythme de croisière. Vous n'étiez pas dans ces souliers de cette personne-là qui a été une victime. Alors, c'est impossible de porter un jugement. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Elle a déjà assez souffert comme ça. Comme on dit, c'est pas le temps d'aller en ajouter une couche de plus par-dessus. Au Québec, en 2021, les hommes représentaient les 3/4 des auteurs présumés d'infractions commises envers une ou un partenaire intime ou ex-partenaire intime. Là-dessus, il y a 76,8% qui ont été déclarés par la police. Le taux le plus élevé de perpétration d'infractions commises envers une ou un partenaire intime ou ex-partenaire intime se situe chez les personnes généralement âgées entre 25 et 39 ans. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les autres tranches d'âge, mais c'est en grande majorité ce qui a été recensé. Si on prend mon exemple personnel, j'étais âgée de 35 ans, 36 ans au moment des faits que j'ai vécus en matière de violence conjugale. Parmi les manifestations de la violence psychologique mesurées par l'enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés, on retrouve le harcèlement au téléphone, par message texte, par courriel ou au moyen des médias sociaux. Cette forme de violence en ligne aurait été subie par environ 14% des femmes et 8% des hommes depuis l'âge de 15 ans.
suite à la sortie de prison du père de mon enfant, j'ai gardé contact avec lui, mais pas vraiment longtemps. Au bout de 5 jours, j'ai pu constater qu'il n'a pas du tout changé. J'y ai dit que je voulais mettre fin définitivement à notre relation. Vous devez savoir que les hommes violents et contrôlants n'aiment pas ça, se faire dire quoi faire. Vraiment pas. Au bout de plus ou moins 5 minutes à essayer de lui dire que je ne voulais plus rien savoir et que je voyais qu'il n'entendait pas ce que je disais, j'ai dit bye et j'ai raccroché. J'ai répondu la première fois qu'il a appelé. Au bout de 3 fois, j'ai arrêté de compter le nombre de fois qu'il appelait. De mémoire, ça a été 12 fois en 10 minutes. J'ai d'ailleurs porté plainte à la police. J'ai gagné. C'était une première victoire contre mon agresseur. J'en étais bien contente. J'étais très heureuse de ce dénouement-là. Vraiment contente de ça. Je m'étais dit enfin, au moins une chose de faite. Il est reconnu coupable de ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère, les coups d'appel téléphoniques à répétition. Il faut porter plainte. Ce qui était bien avec ma plainte de harcèlement téléphonique, c'est que à l'époque, j'avais demandé à Cogeco de sortir la liste d'appels que j'avais reçus dans les derniers 24-48 heures, chose qu'ils peuvent faire quand on a des démêlés comme ça avec la police. Ils m'ont envoyé le compte-rendu et on pouvait bien voir qu'il avait téléphoné très souvent et que c'en était du harcèlement. Donc, c'est pour ça l'importance de porter plainte et il ne faut surtout pas minimiser. Puis j'insisterais même si c'est notre conjoint. On doit le faire. Aussitôt que ça dépasse la limite du raisonnable pour nous, c'est un harcèlement. Au Canada, en 2018, selon l'enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés, 12% des femmes et 11% des hommes ayant été en couple ont déclaré avoir subi au moins une forme de violence entre partenaires intimes, que ce soit la violence psychologique, la violence physique et sexuelle, au cours de l'année qui précédait. Selon l'ONU, dans le monde, on estime que 736 millions de femmes, soit près d'1 sur 3, ont subi au moins une fois des violences sexuelles et ou physiques de la part d'un partenaire intime. Des violences sexuelles en dehors du couple où les deux, 30% des femmes étaient âgées de 15 ans et plus. La plupart des violences contre les femmes sont perpétrées par le mari ou le partenaire intime actuel ou passé. Plus de 640 millions de femmes âgées de 15 ans et plus ont subi des violences de la part d'un partenaire intime. C'est fou, hein? Près d'une adolescente sur 4 âgée
entre 15 et 19 ans ayant eu une relation de couple, il y a 24% qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou d'un mari, et 16% des jeunes femmes étaient âgées de 15 à 24 ans ont subi cette forme de violence au cours des 12 derniers mois. Quand on parle du féminicide dans le monde, en 2021, environ 45 000 femmes et filles dans le monde, je le répète, 45 000 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou d'autres membres de leur famille. Cela signifie qu'en moyenne, plus de 5 femmes ou filles sont tuées toutes les heures par un membre de leur famille. Alors que 56% des féminicides sont commis par des partenaires intimes ou d'autres membres de la famille, seuls 11% des homicides sont commis dans la sphère privée. C'est fou, hein? Selon l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, une femme sur 3 dans le monde est victime de la violence conjugale. Seulement en France, au 11 novembre 2023, on dénombrait 114 féminicides depuis le début de l'année. Au Canada, c'est 184 femmes qui ont été tuées en 2022 d'après l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité. Comprenez-vous maintenant pourquoi c'était important pour moi de venir parler de ce sujet-là dans des podcasts un peu plus spéciaux. Donc, je vous inviterai à vous engager, à agir chaque jour de l'année pour la prévention de la violence faite aux femmes. Parce que cette violence-là, elle doit être une priorité constante. Je vous invite à vous éduquer, à vous sensibiliser et à sensibiliser votre entourage, à soutenir les victimes et remettez en question les comportements toxiques. Ensemble, assurons-nous de faire de chaque jour une opportunité de changer les vies. C'est sur ces mots que le podcast du jour se termine. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur mon histoire, je vous invite à aller voir mon podcast Tout peut changer. Il suffit d'y croire. À la saison 2, on est directement plongé au cœur de la violence conjugale. Vous allez pouvoir voir un petit peu plus de mon histoire. Si jamais vous désirez m'encourager, j'ai un livre ici à la maison que je peux vous faire parvenir par la poste. Donc, pour ceux qui adorent lire un bon vieux livre, j'en ai quelques copies ici que je pourrais vous envoyer dédicacées. Alors, des frais de 17 $ s'appliquent sur ce livre. Et puis, donc, une fois que vous allez avoir payé le livre, vous allez être redirigé vers une autre page où vous allez remplir le formulaire pour que je puisse vous envoyer le livre à bonne destination. Alors, assurez-vous que vous avez vos noms et adresses et tout, là, que tout soit l'adresse courriel,
que tout soit correct pour que je puisse vous recontacter, pour que je puisse par la suite vous envoyer mon livre. Pour chaque livre vendu, 1 $ va aller à l'Ombrelle, qui est une maison pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, c'est une façon pour moi de redonner au suivant. Donc, ça va être votre petite contribution dans tout ça. Je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Très hâte de vous parler. Si jamais ça a provoqué quelques réactions, j'aimerais avoir vos commentaires. J'aime bien vous lire. Alors, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. On se revoit demain pour jour 4. On va rentrer un peu plus en détail dans le féminicide, qui est une triste réalité. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se reparle très bientôt.